Bonsoir. Quelle était la position de Monaco pendant la Première Guerre mondiale? Tout ce qu'on peut dire, c'est que Monaco, à travers le prince Albert Ier, va avoir deux attitudes, on pourrait dire. Une attitude officielle qui est la neutralité, mais en revanche, dans le comportement d'être immédiatement placé du côté des Alliés et donc en faveur des Français, en particulier des Anglais et des Italiens. Il faut savoir bien sûr que la principauté a des liens privilégiés avec la France, évidemment, avec l'Italie également. Donc le prince Albert Ier va très très rapidement mettre tout un ensemble de choses au service de la France. Par exemple, sa propriété de marché dans l'Aisne et aussi l'hôpital de Monaco qui va servir d'hôpital de guerre pour y soigner des blessés. Également la possibilité de financer un certain nombre de soldats. Et puis, il faut savoir aussi que le prince héritier, Louis II, est appelé le prince soldat. Il s'est très tôt engagé dans l'armée française et pendant le conflit, il s'est largement illustré au feu, au chemin des Dames, à Craonne, et c'est quelqu'un qui est revenu à la fois honoré et consacré par l'armée française. Donc, l'orientation de Monaco ne fait pas doute, elle est très pro-française, très pro-italienne. Il y a eu également des engagés volontaires monégasques qui sont partis au front pendant cette Grande Guerre. Les Monégasques auraient pu bénéficier de la neutralité et ne pas partir au front, mais certains se sont engagés auprès de la France. 80 carabiniers sont partis au front pendant la guerre. Tous n'étaient pas monégasques, mais une partie d'entre eux l'étaient, comme le lieutenant-colonel Burgot, qui a été honoré et qui est mort au front en 1918. Puis aussi des natifs de Monaco, qui étaient parfois monégasques ou parfois habitants en périphérie, qui sont partis aussi au front. Durant ce conflit, quelle image avait le prince Albert Ier? Une image d'homme de paix? Oui, le prince Albert Ier est un prince qui a tout de suite, très tôt, s'est engagé, à partir du moment où il est arrivé sur le trône en 1889, il s'est tout de suite engagé vers un processus de pacification, essayant de jouer les agents de liaison, on pourrait dire, entre la France et l'Allemagne en particulier. Et dès que le conflit a été décrété, le prince Albert est abattu, on pourrait dire. Il est totalement perturbé par cette situation. Il va essayer d'ailleurs, dans les dernières heures avant le conflit, de convaincre l'Allemagne de se lancer plutôt dans un processus de pacification. Ce ne sera pas le cas, il sera donc désavoué. Et cette guerre le déchire parce qu'il avait aussi de très, très importants liens avec l'Allemagne. Il allait souvent aux régates de Kiel, par exemple. Il avait des liens très intenses avec l'empereur, le Kaiser Guillaume II, et donc il y a quelque chose qui là va jouer un rôle important. Puis en plus, on le sait, en principauté de Monaco, il y a pas mal de personnalités allemandes, des banquiers, du personnel à la Société des Bains de Mer. Et d'ailleurs, ça c'est un élément intéressant, c'est que tout en étant engagé assez clairement du côté des Alliés, il y a des voix qui vont s'élever en France, en particulier du côté de l'Action française et de Charles Maurras, pour fustiger la principauté de Monaco, qui serait, selon ces termes, on connaît les propos outranciers de Charles Maurras, une caverne à Bosch. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, pendant la guerre encore, d'employés allemands à la SBM. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est extrêmement intéressant, c'est le côté inquiétant que va représenter la principauté de Monaco quant à la succession qui est en crise en 1918, c'est-à-dire le fait que Louis II, le prince héritier, semblerait ne pas avoir de descendance. Et donc la France, s'inquiétant que cette descendance puisse devenir une descendance allemande, compte tenu de tout un ensemble d'éléments liés à la famille princière, notamment par rapport à Florestine, la sœur de Charles III, eh bien, Monaco aurait pu tomber dans une principauté qui serait allemande. Et donc la France va prendre les devants. En juillet 18, quelques mois avant l'armistice, un traité est signé entre la France et Monaco, qui est un traité de protectorat. Ça, c'est très important, parce que dans ce cadre-là, la principauté de Monaco se retrouve un petit peu, un petit peu sous protection et en même temps sous domination de la France. Ce traité la contraint un petit peu. Il a été signé en juillet 1918 et il fait partie du traité de Versailles, en fait. Oui, et la signature de ce traité restera secrète pendant quelques mois. Oui, il a été révélé quelques mois plus tard. C'est un traité qui a été signé en secret, qui révèle aussi l'inquiétude des Français. Les Français avaient peur que la principauté, alors ça ne s'est pas passé puisque le prince Albert a tout fait pour modifier le principe de succession et faire en sorte que Louis II reconnaisse sa fille illégitime, la princesse Charlotte, et dans ce contexte, la mère de Régnier, donc effectivement, et dans ce contexte-là, la crise de succession sera réglée dans le courant des années 20. Mais la France a eu peur et la France s'est prémunie en créant ce traité de protectorat, en le faisant signer par Monaco, qui obligeait Monaco à se soumettre aux orientations diplomatiques de la France dans ce cadre-là. Donc il y a une forme de moment qui était un peu tendu à la sortie de la guerre entre la France et Monaco.
Eh bien, merci beaucoup Yvan Gastaut d'avoir été avec nous ce soir, jour du 11 novembre, jour de l'armistice de 1918 et les liens qui unissent la principauté et la France lors de cette Première Guerre mondiale. Merci infiniment. Merci.